Bonsoir à tous. Merci d'être présents de l'autre côté de l'ordinateur, de la vidéo. Avant de commencer la réunion, Monsieur le maire, je crois que vous souhaitez dire un mot d'accueil. Vous pouvez venir ici. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Au nom en tant que maire de Saint-Jean-de-Folleville et au nom de la communauté d'agglomération, je suis effectivement très fier de clore avec vous cette séance de concertation que nous avons commencé il y a de longs mois. C'est un long parcours à la fois administratif et industriel qui va marquer le début d'une autre ère et d'une vraie transition. Donc bravo à ceux qui ont initié ce projet-là et qui sont en train de le mettre en œuvre et de le rendre concret dans les mois qui viennent. Bravo à tous. Merci Monsieur le maire. Nous sommes ensemble ce soir pour environ 1h30 avec les équipes de H2V et de RTE et puis les deux garants de la concertation qui sont présents également avec nous. L'idée est de pouvoir faire un point d'étape sur le projet, mais aussi sur la concertation qui a été mise en œuvre depuis la première étape de concertation. Donc nous sommes ce soir à une réunion de clôture de cette étape de concertation avant les prochaines étapes à venir qui vont vous être présentées, notamment l'enquête publique. L'objectif est également de pouvoir répondre à vos questions, de recueillir des avis, des contributions. Donc l'organisation est un peu particulière puisqu'on n'est pas véritablement en public, mais vous êtes là de l'autre côté de l'ordinateur et nous prendrons vos questions qui arriveront directement par le chat, donc n'hésitez pas. Le déroulé qu'on vous propose, donc, c'est une réunion organisée autour de 3 étapes, 3 séquences. D'abord un retour sur la concertation passée et un point d'avancement sur les projets. Ensuite, un suivi des engagements pris lors de la première phase de concertation avec le témoignage de 2 acteurs importants du projet qui sont Air Liquide et Costain Aglo. Et puis, nous aurons une présentation des prochaines étapes avant de clore la réunion. Donc sans attendre, je propose qu'on passe aux diverses présentations et je demanderai à chaque personne de la tribune de bien se présenter avant de prendre la parole. Et puis de la même manière, j'inviterai ceux qui posent des questions par écrit à éventuellement donner quelques éléments de présentation pour qu'on puisse aussi les introduire. Bonjour à tous, donc Aude Imbert, je suis chef de projet pour H2V Normandie et donc je vais vous présenter rapidement, j'espère, l'avancement du projet et les étapes de la concertation. Donc le projet H2V Normandie, rapidement, c'est un projet de production d'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau et d'électricité d'origine renouvelable, donc un projet d'hydrogène renouvelable qui produira à terme 28 000 tonnes d'hydrogène par an, ce qui représente à peu près 3% de la consommation française d'hydrogène. Aujourd'hui, c'est un projet qui représente un investissement total de 230 à 250 millions d'euros à peu près, et alors qui pourrait être mis en service à partir de 2024. Donc il y a eu quand même, par rapport aux chiffres qui sont présentés, un léger décalage. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est une vision d'architecte de ce à quoi l'usine pourrait ressembler, donc où on retrouve finalement donc les 2 unités de production qui seront construites l'une après l'autre, et donc différents équipements qui rentrent aussi sur ce site. Donc la parcelle est sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville, sur la zone de Port-Jérôme. Bonjour, Jean-Baptiste de Braquilange, chef de projet au RTE, le réseau de transport d'électricité, et je suis en charge du raccordement électrique du client H2V sur ce projet. Le réseau de transport d'électricité, pour ceux qui ne connaissent pas, a une mission de service public qui est de garantir l'accès à une électricité sûre et peu coûteuse à tout moment et à tous. Sur ce projet-là, le raccordement se divise en 2 parties. Le poste électrique qui permettra d'alimenter la future usine H2V et la création d'un nouveau pylône permettant de se connecter sur la ligne existante entre Port-Jérôme et Sandouville
qui se situe à 150 mètres de l'usine, de la future usine. Et donc les garants pour la présentation de votre rôle. Alors, je suis Isabelle Jarry, je suis garante de cette concertation et donc j'ai été nommée par la Commission nationale du débat public ainsi que mon collègue qui est à mes côtés, Christophe Bachol. En fait, la Commission nationale du débat public, c'est une jeune institution qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a pour but de favoriser la participation du public au cours de tous les grands projets d'aménagement. Donc en fait, elle est adossée au Code de l'environnement et les maîtres d'ouvrage qui ont des projets industriels ou des projets d'aménagement, quels qu'ils soient, c'est très varié, il y a une obligation de saisine de la CNDP à partir d'un seuil. Ces choses sont fixées par le Code de l'environnement. Et donc, H2V se trouvait dans cette situation de devoir saisir la CNDP qui a décidé donc d'une concertation avec garant. Et voilà, c'est nous. Donc, la concertation s'est tenue en 2019, du mois de septembre, du 16 septembre au 20 novembre. Donc pendant cette phase, il y a eu des réunions, des ateliers, des visites de sites. On a beaucoup de citoyens et d'habitants des communes voisines du site sont venus se renseigner, s'informer, mais aussi discuter, parler de leur expérience, etc. Et ces temps d'échange, en fait, permettent au maître d'ouvrage de nourrir sa réflexion, de mûrir son projet et aussi de préparer les futures étapes. On y arrive aujourd'hui. Alors, les principes de la concertation, évidemment, c'est la neutralité. C'est-à-dire que nous, les garants, nous sommes totalement neutres, on est totalement indépendants du maître d'ouvrage. On essaye, évidemment, d'exercer notre influence pour que le maître d'ouvrage communique en toute transparence, c'est-à-dire qu'il mette à la disposition du public le plus d'informations et d'éléments possibles pour que les gens puissent, évidemment, prendre en compte tout ça. Bon, sur des projets comme ça, qui sont des usines avec des risques, etc., c'est important aussi. Le maître d'ouvrage parlera de ce qu'il a fait pour informer justement les citoyens. Et puis, bon, évidemment, il ne suffit pas de dire « je suis pour, je suis contre », il faut argumenter. Donc ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire que dans la concertation CNDP, dans le débat public, on argumente. Donc on vient apporter des éléments qui peuvent être étayés et ça permet aussi de faire monter la discussion, de sortir un peu des généralités et de rentrer dans le détail et évidemment d'enrichir le propos des uns et des autres. Puis il y a une nouvelle clause qui s'est rajoutée récemment, qui est une clause d'inclusion, on essaye aussi d'inclure tout le monde, y compris ceux pour qui c'est pas toujours évident, soit de se déplacer, soit de participer. Et donc, c'est à ça qu'on sert, nous, les garants, de favoriser l'expression de chacun et d'aller chercher les publics là où ils sont. Voilà. Merci. H2V, je vous laisse présenter aussi les chiffres clés de la concertation. Oui, donc la concertation, Madame Jarry l'a rappelé, la concertation préalable s'est tenue entre septembre et novembre 2019, donc il y a 1 an et demi à peu près. Et à la suite de cette concertation préalable, il y a un certain nombre d'engagements et d'actions qui ont été pris et réalisés par H2V et RTE, par les maîtres d'ouvrage, et qu'on vous résume aujourd'hui. Donc, notamment un site internet qui est resté actif et qui a été actualisé tout au long de cette phase de concertation continue, donc depuis fin 2019 jusqu'à aujourd'hui. On a publié un certain nombre de fiches de synthèse de l'étude d'impact, des études qui ont été menées sur les thèmes qui étaient ressortis pendant la concertation comme des thèmes importants qui intéressaient le public. On a publié également 2 fiches spécifiques sur le raccordement électrique et la gestion du réseau et des newsletters d'information pour informer de l'avancée du projet. On a également organisé 2 réunions avec les associations environnementales, l'une à Rouen, l'autre au Havre. Et on a continué des actions, des réunions de travail qui avaient déjà été amorcées pendant la concertation avec les collectivités, les acteurs de la formation. Et donc, sur cette année et demie à peu près, le site internet a été relativement fréquenté. On a un peu plus de 14 000 pages vues par environ 6 000, un peu plus de 6 000 visiteurs. Donc des questions qui ont continué à être posées sur le site
Et donc, les associations environnementales, on en a donc rencontré 6 sur ces 2 rencontres. Au niveau... et donc... Oui. Donc, en termes de points d'avancement, de planning, pour revenir sur ces éléments-là par rapport à des plannings qui ont pu être présentés plus tôt dans la phase de concertation préalable, etc., on arrive donc à la fin, donc sur 2021, de la phase d'instruction des dossiers de demande d'autorisation, puisque donc, la concertation préalable a été menée fin 2019. En 2020, on a déposé les dossiers de demande d'autorisation auprès des services de l'État, où là, il y a eu un décalage lié à la Covid. Et les dossiers ont ensuite été instruits pendant tous ces mois avec les services de l'État. Donc, parce qu'il y a cette phase d'instruction a elle-même plusieurs étapes avec différents échanges avec les services de l'État, l'avis de l'autorité environnementale qui est également saisie et consultée sur des dossiers comme celui-là. Et aujourd'hui, donc, la concertation continue se termine parce qu'on arrive bientôt à la phase d'enquête publique, puisque le tribunal administratif a été saisi pour nommer un commissaire enquêteur. La nomination devrait se faire dans les jours qui viennent, mais on ne sait pas encore exactement qui c'est. Et l'enquête publique devrait se tenir à la rentrée de septembre. Merci pour ces précisions. Je vais ouvrir une première phase d'échange. Donc, pour rappel, vous pouvez à la fois poser des questions sur le chat, donc par écrit, mais vous pouvez également utiliser l'outil main levée si vous souhaitez prendre la parole directement et adresser votre question directement à la tribune. Donc, est-ce qu'il y a des premières questions ? Certains qui souhaitent prendre la parole ? Voilà, sur des aspects un peu généraux, c'est des éléments de rappel sur la concertation passée, le point d'étape sur le projet. Alors, avant qu'il y ait des questions éventuellement à l'oral, j'ai reçu une question par écrit donc, qui porte sur le type de débouché. Alors, quel débouché avez-vous à Port-Jérôme pour l'hydrogène que vous allez produire ? Quels sont vos clients potentiels ? Donc là, je laisse la parole à HDV pour répondre. Donc, bonjour, Benoît Ventouroute, je m'occupe de la direction du développement des projets H2V dans le Nord et en Normandie, donc avec Aude sur le projet de Normandie. Les débouchés sur le site de Port-Jérôme, ils sont principalement industriels, puisque sur la plateforme de Port-Jérôme, nous avons une raffinerie, une grande raffinerie qui consomme énormément d'hydrogène, et on a un écosystème également sur la région de Rouen, Port-Jérôme et Le Havre, qui consomme à peu près un tiers de la consommation d'hydrogène nationale. Donc, en fait, le site de Port-Jérôme a été aussi choisi par rapport à cette localisation et à ses consommateurs qui représentaient un débouché important et qui ont besoin, pour décarboner leur industrie petit à petit, d'intégrer de l'hydrogène renouvelable. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, nous avons développé cette usine sur le site de Port-Jérôme et c'est le débouché principal local. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Apporte son expérience pendant les phases de construction et les services administratifs. Alors, une question sur Air Liquide. Est-ce que Air Liquide apporte son expérience sur les phases de construction et les services administratifs. Alors, est-ce que vous souhaitez faire un début de réponse à H2V, sachant qu'on va avoir un témoignage d'Air Liquide après, peut-être que... C'est ce que j'allais dire, en fait. Air Liquide va intervenir après, donc pourra répondre directement à cette question. Je pense qu'il y a eu des annonces où en fait, Air Liquide est entré dans le projet H2V Normandie, donc est partenaire du projet. Et effectivement, il y a des échanges avec Air Liquide sur un certain nombre de sujets. Donc là, je laisserai Air Liquide répondre à cette question en particulier. Très bien, merci. Une autre question qui porte sur la réutilisation du dioxygène. Est-ce que vous avez progressé sur ce sujet, sur la réutilisation du dioxygène ? Alors oui, on a progressé là aussi. C'est des questions qui prennent un tout petit peu d'avance sur la deuxième partie
de la présentation, où on revient finalement sur les engagements qui ont été pris à l'issue. On peut les garder pour après, Voilà, éventuellement. c'est ce que j'allais dire. On les met de côté et puis on les posera après la deuxième présentation. On y répondra, mais justement en présentant les engagements qui ont été pris et les actions qui ont été menées depuis. Et on invite les internautes à être attentifs à ce que les réponses apportées soient conformes à ce que vous attendiez et éventuellement à compléter vos questions. Sauf s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a d'autres. Alors, attendez. Alors, une question qui porte sur les marchés. Quand est-ce que vous allez passer les marchés auprès des EPC et bureaux d'études ? Alors ici, nous sommes, comme l'a présenté Aude, dans une phase de développement. Donc il y a eu cette phase de concertation et de dépôt du dossier d'autorisation et de permis de construire qui va se poursuivre après cette fin de concertation continue par une enquête publique, donc nomination d'un commissaire enquêteur et une enquête publique. Une fois que l'enquête publique est réalisée et après le rapport du commissaire enquêteur, donc, si tout va bien, les permis et les autorisations sont obtenus. Et à ce moment-là, en fait, on pourra vraiment parler et organiser la construction du projet. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va vraiment consulter les entreprises pour passer des marchés. Sachant qu'en parallèle de ça, il y a également toute la phase de financement du projet qui est importante, mais qui devrait arriver au même moment, en fait, que les permis et autorisations. Donc, on peut s'attendre à une consultation des entreprises par lot, et après, ça sera organisé en fonction des lots, mais en 2022. Merci. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Alors, peut-être que ça va un peu dans le même sens, mais on peut simplement le rappeler. À quelle date le planning de construction de démarrage est-il prévu ? Donc, selon quelle organisation ? Voilà, là, effectivement, on peut revenir finalement sur le planning. Je ne suis pas allée jusqu'au bout de la présentation, mais effectivement, on compte obtenir les autorisations en fin de cette année. Donc, à partir de 2022, on va pouvoir commencer le passage des marchés, la construction, et ensuite construire une unité de production et l'installer, installer les équipements, faire la mise en service, prend à peu près 2 ans. Donc, on va commencer à construire la première. Pendant qu'on fera l'installation, on commencera la construction de la deuxième. Donc l'usine pourrait rentrer en service à partir de 2024 de manière progressive, puisque la deuxième unité de production sera mise en service 1 an après la deuxième. Alors, j'ai une série de 2 questions qui se rejoignent et qu'on peut peut-être aussi aborder à cette séquence. Donc, la première qui porte sur les mécanismes de soutien financier sur les prix de l'hydrogène. Et donc qui pose la question de comment est-ce que l'hydrogène peut-il être concurrentiel étant donné que la production d'hydrogène nécessite, par électrolyse a un coût plus élevé, et une autre question qui demande donc comment est-ce que le coût de l'hydrogène peut-il être compétitif. On a deux interrogations qui se rejoignent sur ce sujet-là. Alors, on l'avait effectivement expliqué en phase de concertation, mais depuis, en fait, il y a une ordonnance du gouvernement qui est sortie, donc qui confirme en fait ce qui avait été pressenti par H2V. Donc, le principe, c'est que le gouvernement, en tout cas pour lancer la filière de l'hydrogène renouvelable, va mettre en place un système de complément de rémunération, donc qui permettra en fait de combler la différence entre le prix de l'hydrogène aujourd'hui et le prix de l'hydrogène qui est produit par l'usine H2V. Même si l'usine H2V, avec la taille, grâce à la taille des installations, on fait des économies d'échelle et donc on a un hydrogène vert compétitif, en tout cas quand on compare au prix d'autres hydrogènes ou d'autres installations de production d'hydrogène renouvelable. Mais il y a quand même une différence par rapport à l'hydrogène gris. Et du coup, ce gap, cette différence de prix, sera comblé par un complément de rémunération qui permettra en fait aux industriels de payer quelque part presque le même prix. On imagine le même prix que l'hydrogène gris aujourd'hui. Après ça sera établi plus tard. C'est pas forcément nous qui choisissons exactement les principes, mais
le principe, c'est ça, c'est que l'hydrogène gris, aujourd'hui, il ne faut pas que les industriels payent plus pour de l'hydrogène vert. Donc, pour permettre la transition, c'est le gouvernement qui aidera et qui mettra un complément de rémunération pour faire la différence de prix. Donc, l'hydrogène renouvelable sera compétitif, du coup, et reviendra a priori au même prix pour les industriels que l'hydrogène gris, mais avec ce complément de rémunération. Merci. Je vois une autre question qui appelle peut-être juste une précision de la part de son auteur. Il pose la question de la part de l'utilisation de l'électricité selon les sources. Donc, j'imagine que c'est au niveau général, enfin au niveau national. Est-ce que peut-être ça peut être précisé, ou est-ce que c'est seulement l'utilisation de l'électricité pour l'électrolyse de l'eau et la production d'hydrogène? Est-ce que, je sais pas si cet internaute peut préciser, mais en attendant, je vous lis la question. Quelle est la part de l'utilisation de l'électricité selon les sources, nucléaires, renouvelables, notamment éolien, autres sources émettrices de gaz à effet de serre, si toutefois on peut identifier clairement ces sources? Donc, je pense que c'est de manière générale. Voilà. Donc, sur la production d'hydrogène renouvelable, nous avons au niveau d'H2V Normandie, nous sommes engagés à consommer de l'électricité 100% d'origine renouvelable. Donc, suivant des critères européens, donc, qui sont établis au niveau de la RED 2, c'est une réglementation européenne, de proximité, de temporalité, de mise en service des installations de production électrique renouvelable et donc de lieu. Donc, ça sera de l'électricité 100% renouvelable, garantie grâce à ce mécanisme qui est en train d'être mis en place au niveau européen et qui se déclinera au niveau français. Tout ça est également en train d'être mis en place pour certifier l'hydrogène renouvelable, mais c'est le principe qui sera établi pour H2V Normandie. Merci. Je sais pas si je rajouterais juste qu'il y a aussi une fiche sur le site de la concertation, une fiche sur les garanties d'origine, donc qui sont un principe également qui pourrait être applicable. Là, en fait, il y a eu des évolutions depuis avec cette réglementation RED 2. Mais voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, on a essayé de vulgariser le fait qu'on pouvait utiliser de l'électricité 100% renouvelable en utilisant le réseau électrique et en ayant des garanties d'origine ou un mécanisme de certification. Donc, je vous invite à aller télécharger cette fiche garantie d'origine. Donc, si RTE souhaite compléter, n'hésitez pas. Alors, on a une autre question, cette fois-ci, qui concerne également les sources d'énergie. Donc, question complémentaire, est-il envisageable de raccorder directement l'usine au champ éolien offshore pour s'assurer d'un hydrogène totalement vert? Donc là, est-ce que c'est pareil, H2V qui commence à répondre, RTE? Techniquement, ça peut être envisageable. Après, pour que enfin oui, techniquement, ça peut être envisageable. Après, c'est pas le choix qui a été fait sur ce projet-là, et je pense pas que ça soit une solution qui soit très. Enfin, je vais se. Oui, au niveau du raccordement à un moyen de production 100% renouvelable, donc un raccordement direct, il faudra avoir l'installation juste à côté, donc, et le poste donc le poste électrique RTE qui raccorde le parc éolien offshore juste à côté en fait de l'usine H2V. Ça n'est pas exactement le cas. Donc on utilise le réseau sur une partie du réseau électrique pour faire transiter l'électricité. Ils ne sont pas très éloignés, donc physiquement on n'a pas une connexion directe, mais on utilise quand même le réseau électrique pour, voilà, on pourrait utiliser de l'électricité qui vient du parc éolien offshore ou d'autres sources d'électricité renouvelable comme voilà, du solaire, de l'hydroélectricité, de l'éolien terrestre, toutes les formes d'électricité renouvelable qui peuvent exister sur le réseau. Et en Normandie, principalement, on essaie justement d'utiliser de l'électricité renouvelable locale. Merci. Alors cette fois, je ne crois pas avoir de nouvelles questions, sauf si certains souhaitent à nouveau questionner les aspects du projet, son point d'avancement, la concertation passée. Sinon, je propose qu'on passe à la séquence suivante, d'autant plus qu'on a déjà des questions pour cette séquence suivante.
Donc dans ce cas-là, j'invite H2V et RTE à s'exprimer, puis peut-être déjà intégrer dans votre présentation les questions qui ont été posées, à savoir la réutilisation du dioxygène et puis la nature du partenariat avec Air Liquide au moment où vous interviendrez. Oui, donc au niveau des engagements, donc, les engagements d'H2V font suite au rapport des garantes et à la concertation préalable qui a été faite entre septembre et novembre 2019. Donc à l'issue de cette concertation, nous avons tiré les conclusions et pris des engagements. Donc les engagements qui ont déjà été mis en œuvre, puisque après il y a également des engagements qui seront mis en œuvre en phase de construction et d'exploitation. Mais sur la partie engagement déjà mis en œuvre, donc Aude l'a expliqué déjà, en fait, il y a une nécessité et un engagement de poursuivre le dialogue et l'information. Donc pour ça, en fait, il y a eu 4 fiches de synthèse de l'étude d'impact publiées sur le site internet, sur la faune-flore, sur la sécurité, sur la gestion de l'eau et sur l'acoustique. Et en particulier, l'intégration des torchères dans l'étude acoustique. Il y a eu également une fiche, je l'ai dit juste avant, sur les garanties d'origine pour expliquer comment on pouvait certifier l'électricité que nous consommions ou que nous consommerons. Et une fiche sur l'hydrogène comme vecteur de stockage pour la gestion de l'électricité. Et également, donc, il y a eu 3 lettres d'information, donc également publiées sur le site internet. Donc en juillet, novembre 2020 et récemment en mai 2021, donc pour actualiser l'avancement du projet. Et ensuite des rencontres avec les acteurs du territoire, donc environnementaux et sur la formation. Et ensuite, donc le deuxième engagement qui a été mis en œuvre, c'est de mener un projet vertueux en termes d'utilisation des ressources et donc de créateur d'emplois. Donc là, nous avons intégré dans toutes les simulations le bruit des torchères, puisque c'était un sujet qui était apparu lors de la concertation. Nous prévoyons également d'utiliser l'eau de pluie et donc de récupérer l'eau pluviale des toitures pour l'intégrer dans l'eau qui sera consommée par le site, pour consommer moins d'eau provenant du réseau. Nous avons également intégré donc toutes les règles la réglementation de la ZAC de Port-Jérôme au niveau crue centenaire et niveau de l'usine, mais également en fait toutes les autres obligations qui peuvent exister au niveau de la ZAC de Port-Jérôme. Et enfin, oui, donc nous continuons à travailler sur la valorisation de la chaleur fatale, puisque l'usine H2V consomme de l'électricité, mais rejette pas, mais il y a un système de refroidissement par tour de refroidissement. Donc, il y a quelque part, en fait, au niveau des électrolyseurs, une production de chaleur à 40 à 50 degrés, donc on produit de l'eau à 40 à 50 degrés. Cette eau passe dans des tours de refroidissement pour être refroidie et retourne vers les électrolyseurs, mais le principe, c'est qu'on essaie de valoriser cette chaleur à 40-50 degrés avant de l'envoyer dans les tours de refroidissement, donc pour essayer de valoriser cette chaleur. Cette chaleur est à basse température, on est à 40-50 degrés. Du coup, cette valorisation n'est pas évidente, il faudrait avoir des utilisations de type serre ou autre application basse température locale, mais les besoins sont plus vers des températures 80-90 degrés, voire plus. Donc c'est pas forcément on n'a pas encore forcément trouvé le bon principe. Et après, nous continuons à essayer de valoriser l'oxygène, dont il y a une question là-dessus. Et là, je vais peut-être du coup profiter pour laisser la parole à Air Liquide. Oui, dans ce cas-là, j'invite à venir en tribune Stéphane Vialet, donc, qui est directeur de projet transition énergétique pour Air Liquide. Et, Bonjour. Voilà, donc je vais répondre à la question concernant l'utilisation de l'oxygène. Donc aujourd'hui, Air Liquide commercialise déjà de l'oxygène sur la zone entre Le Havre et Port-Jérôme. Et la situation actuelle du bilan de l'oxygène, enfin entre ce qu'on produit et ce qu'on arrive à vendre, en fait,
Au fil du temps, les consommateurs d'oxygène ont disparu. Enfin, certains ont disparu, notamment au niveau du Havre. Et il y avait aussi un gros consommateur d'oxygène dans le passé au niveau de Port-Jérôme. Et il se trouve qu'on est en excès d'oxygène sur notre réseau. Néanmoins, vu la situation du projet H2V Normandie, qui est très proche de l'usine d'incinération Cévède, qui se trouve du côté de Radicatel, à peu près 1 kilomètre du site de Port-Jérôme, enfin de l'usine H2V Normandie, on a pris contact avec cette usine d'incinération. Et il se trouve que l'usine d'incinération pourrait être intéressée par des applications d'oxy-fuel de façon à concentrer les fumées en CO2 et ultérieurement de pouvoir capter le CO2 dans un projet de captage de CO2. Donc ça, c'est une piste assez sérieuse avec laquelle la R&D d'Air Liquide va collaborer, notamment pour la transformation de cette usine d'incinération à des technologies d'oxyfueling. Donc c'est une piste qu'on étudie. Si cette usine d'incinération venait à consommer de l'oxygène de façon totale, donc sans utiliser de l'air pour la combustion, à ce moment-là, la quantité d'oxygène qui pourrait être valorisée représenterait à peu près la moitié de la production de l'usine H2V Normandie. Alors, il y a d'autres pistes de valorisation qui sont un petit peu moins matures, je dirais, à ce stade. Ce serait toujours dans une optique de captage de CO2, donc de faire de l'oxyfueling sur la production, les usines de production de vapeur, enfin les chaudières, de la raffinerie Esso, qui pourraient être intéressées aussi par ces techniques et de manière à capter le CO2. Voilà, donc Air Liquide, comme on est partenaire du projet H2V Normandie, on met en œuvre tout notre savoir-faire et dans l'utilisation de l'oxygène, dans les applications d'oxycombustion et également dans les technologies de captage de CO2. Voilà, donc je crois avoir à peu près répondu à la question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y avait une autre question qui concernait l'apport d'Air Liquide, justement. L'apport d'Air Liquide en général dans le projet ? Dans le projet, oui. Enfin, vos compétences, je crois que ça portait là-dessus, il me semble. D'accord, très bien. Le savoir-faire, peut-être. Alors, d'abord, pourquoi Air Liquide est partenaire dans le projet H2V Normandie ? Alors, comme on le voit sur la slide là, qui est affichée à l'écran, Air Liquide est présent sur le bassin industriel Normandie depuis de nombreuses années et a déjà une activité de production d'hydrogène, notamment sur le site de Port-Jérôme, avec une usine d'hydrogène gris, qui est à base d'hydrocarbures, de gaz naturel, et qui alimente la raffinerie Esso. Donc, tout naturellement, un projet de production d'hydrogène renouvelable pouvait intéresser Air Liquide. Et donc, c'est pour ça que les équipes d'Air Liquide et d'H2V se sont rapprochées pour commencer un partenariat qui s'est concrétisé à la fin de l'année dernière par une prise de participation d'Air Liquide dans le projet. Et donc l'apport d'Air Liquide, on pourrait en citer plusieurs, mais c'est principalement un apport pour la commercialisation de l'hydrogène renouvelable, puisque Air Liquide est déjà dans l'activité de vente de l'hydrogène en grande quantité. Et je rappelle que cette usine va produire de l'hydrogène en assez grande quantité, pratiquement autant que l'usine qu'on exploite déjà à Port-Jérôme. Donc c'est déjà une très grosse usine. Et pour écouler ces très grosses quantités d'hydrogène, il faut avoir des clients. Et donc Air Liquide, c'est ce que va apporter principalement Air Liquide dans le projet. Je dirais qu'il y a un autre volet qu'on peut citer, c'est aussi l'expérience d'Air Liquide dans la production et la commercialisation de l'hydrogène. D'un point de vue technique, l'hydrogène, c'est un gaz très inflammable qui présente, je dirais, un certain nombre il faut l'utiliser avec précaution, et tout comme l'oxygène d'ailleurs. Et donc, l'expérience d'Air Liquide dans ce domaine va être certainement un bénéfice pour le projet, pour la maîtrise industrielle globalement de l'installation.
Air Liquide va également prendre en charge l'exploitation de l'usine à terme et a vocation à augmenter sa participation dans le projet, je dirais probablement très prochainement. Un troisième aspect que va pouvoir apporter Air Liquide, c'est une assise financière qui va permettre de, je dirais, boucler le financement de façon peut-être plus rapide et de pouvoir démarrer le projet, lancer le projet le plus vite possible. Alors, vous pourrez reposer des questions à Stéphane Vialet qui est encore présent s'il y a d'autres questions sur Air Liquide, bien sûr, mais donc plutôt dans la séquence d'échange qui va suivre la suite de la présentation sur le suivi des engagements. Donc je vous laisse poursuivre. Je rajouterais juste, donc pour compléter ce qu'a dit Stéphane Vialet, je pense qu'il y a une coopération, hein, on serait entre H2V et Air Liquide sur les différents aspects de montage de projet. Bien sûr, hein, le projet Air Liquide est rentré alors que le projet était déjà très, très avancé, d'où voilà, ça montre la qualité du développement qui a été réalisé par H2V. Mais on serait idiot de ne pas profiter de la compétence d'un grand acteur comme Air Liquide pour intégrer de nouveaux aspects comme la sécurité ou en tout cas tirer profit de leur expérience. Un des autres engagements pour de la concertation, c'était de continuer à travailler, bien sûr, sur le projet, les aspects de formation et d'emploi. Et donc, on a continué à travailler sur le projet d'H2 Academy, c'est ça, donc un campus de formation au métier de l'hydrogène qui est porté par Cosen Aglo. Et donc là-dessus, le projet a aussi bien avancé avec l'ouverture prochaine d'un BTS maintenance et fluide avec une coloration hydrogène au lycée Pierre de Coubertin de Bolbec. Et donc pour vous en parler un petit peu plus, je vais inviter Marie-Annick Leroy à venir présenter rapidement l'avancement de ce projet d'H2 Academy. Bonjour à tous. Donc, il y a un petit visuel, je crois, qui suit sur cette présentation, qui va montrer la progression du travail qui a été fait avec H2V sur ce volet-là, puisque dans la déclinaison opérationnelle, on est parti en 2017 sur des premiers balbutiements en matière d'accompagnement de l'industriel sur ses besoins en compétences et en formation. Sachant qu'il s'agissait d'une filière en émergence, on s'est vite aperçu qu'il n'y avait pas forcément de formation dédiée sur ce volet. Donc la question, pour accompagner au mieux l'implantation, c'était comment travailler ce volet avec l'industriel pour que ça profite aussi aux habitants de Cosen Aglo. Donc, premier balbutiement, comment construire une offre de formation dédiée pour les besoins de recrutement à terme de H2V. Ce travail a été fait avec France Chimie et il va se poursuivre, bien évidemment. La deuxième étape, on s'est dit, puisque c'est vrai pour H2V, est-ce que c'est vrai pour d'autres acteurs qui vont intervenir sur le déploiement de l'hydrogène, puisque c'est une filière qui va monter en puissance. Nous avons mené, avec un financement de l'État, une étude d'opportunité et H2V nous a bien accompagnés dans toutes ces phases. Donc cette étude d'opportunité a permis de pointer effectivement l'inexistence de formation, mais aussi les besoins des industriels à terme en matière de techniciens, prioritairement de techniciens de niveau Bac+2, avec à minima une coloration hydrogène, mais au moins une formation sur des technologies, une formation assez soutenue sur des technologies hydrogènes. Donc l'étude d'opportunité a aussi pointé l'intérêt d'un plateau technique mutualisé avec les entreprises. Donc deuxième étape, cette deuxième étape nous a permis de nous rapprocher de la région et du rectorat et du lycée Pierre de Coubertin sur notre territoire, donc pour envisager l'ouverture d'un BTS qui n'était pas présent sur le lycée Pierre de Coubertin, puisque ce lycée-là est en fait plutôt orienté maintenance industrielle, mais il se trouve qu'on n'avait pas cette formation. Maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques.
Donc, le travail fait avec l'industriel nous a permis de mobiliser la région et le rectorat pour solliciter cette ouverture qui sera effective en septembre 2021. Donc, nous avons déjà un beau retour puisqu'il y a 117 candidats sur Parcoursup pour 15 places. Donc, c'est une belle réalisation. Le plateau technique va être monté et ouvert dès cette année et on envisage avec le lycée d'ouvrir des places une section en apprentissage dès l'année prochaine. Pour l'ouverture du BTS, on s'est assuré aussi avec Air Liquide que les autres entreprises allaient aussi garantir l'accueil des stagiaires dès la première année. Donc, un certain nombre d'entreprises se sont mobilisées à nos côtés pour accueillir ces 15 stagiaires. Et last but not least, puisqu'on a aujourd'hui l'ambition d'aller un peu plus loin avec le projet H2 Academy, puisque le projet a intégré le campus d'excellence internationale Normandie des énergies sur le volet hydrogène qui sera basé sur Cossen Aglo. Donc l'étude de faisabilité de ce campus est en cours. Et avec l'appui de H2V, on a pu drainer d'autres entreprises à nos côtés. Donc, vous avez la liste, ce n'est pas très lisible, là, je crois, sur mon slide. De mémoire, vous avez Air Liquide, bien évidemment, qui a rejoint le projet, GRT Gaz, EDF, Transdev, Total Energy, Viria et il doit m'en manquer un, Sonotrie, qui est basé à Port-Jérôme également. Donc ces entreprises se sont dit oui, nous ça nous intéresse à la fois de recevoir les stagiaires et de participer aussi à la réflexion dans le cadre de ce futur campus H2 Academy. Et Cossen Aglo réfléchit pour mettre en place aussi un site dédié si l'étude s'avère positive pour accueillir en extension du lycée ce plateau. Donc il y a des esquisses programmatiques qui sont déjà à l'étude. Donc je dirais une belle progression par rapport à l'engagement initial. On était vraiment sur du tâtonnement et un défi qu'on a souhaité tous relever ensemble et on a réussi à embarquer, et ça je crois que c'est la plus belle réussite, embarquer d'autres acteurs, que ce soit les acteurs de la formation, les acteurs industriels et puis les branches professionnelles avec nous. Et ce projet résonne maintenant au niveau national. Voilà ce que je peux en dire en tous les cas. Et bien sûr, je peux répondre aux questions si vous le souhaitez. Merci. Merci pour ces deux témoignages très concrets. Je propose de poursuivre avec aussi le suivi des engagements sur les phases construction et exploitation. Oui, donc on a également des engagements qui ne seront réalisés finalement que dans les phases de construction et d'exploitation, mais que je vais présenter rapidement. Donc bien sûr, continuer le travail initié sur ces sujets de formation et d'emploi avec l'H2 Academy, avec l'AGLO. Organiser, si c'est possible, sous réserve des conditions de sécurité, une visite de l'usine qui nous a été demandée plusieurs fois. Recourir à une énergie électrique 100% d'origine renouvelable. Donc ça, on en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a eu un certain nombre de questions sur ce sujet-là. Alors, soigner l'insertion paysagère de l'usine et conduire une gestion commune du risque industriel avec les entreprises voisines. Donc déjà à l'époque de la concertation préalable à l'automne 2019, H2V avait adhéré à l'association des entreprises de Port-Jérôme qui œuvre justement à une gestion commune du risque industriel. Pour ceux qui sont sur le territoire, il y avait ce matin même un exercice PPI qui était organisé avec l'entreprise ExxonMobil pour justement tester ces différents systèmes d'alerte entre les différentes usines. Alors, j'ai pas eu d'écho, mais je pense que ça s'est bien passé, Monsieur Pesquet. Voilà, et donc H2V est engagé toujours membre de cette association, participe aux réunions pour avancer dans cette gestion commune et s'est engagé à souscrire également, une fois l'usine en fonctionnement, au dispositif mutualisé d'information du public qui s'appelle Allo Industrie et qui permet d'avoir des alertes régulières sur les événements et incidents qui peuvent se passer sur les usines de la plateforme. RTE pour présenter également le suivi des engagements pour ce qui vous concerne plus directement. Oui, bonjour à tous, Charlotte Gaillard, je suis chargée de concertation chez RTE, le réseau de transport d'électricité.
Côté RTE, en fait, on a fait le même exercice du coup que H2V et on a pris un certain nombre d'engagements dans le bilan de fin de concertation. Le premier de ces engagements, c'était la poursuite de l'information et de la participation du public. Donc, tout comme H2V, sur le site internet de la concertation, nous avons publié 3 sites thématiques. Donc, la première pour expliquer un peu quel est le rôle de RTE et quelles sont ses missions. La seconde sur la concertation Fontaine. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler un petit peu avant dans la réunion, mais RTE, en fait, est soumis à une concertation spécifique qui s'appelle la concertation Fontaine et qui a été menée en parallèle du processus de concertation mené sous l'égide de la CNDP. Et cette concertation, en fait, s'applique à tous les nouveaux projets du réseau de transport d'électricité. Donc, elle consiste d'abord pour RTE à rédiger un dossier qu'on appelle le dossier de justification technico-économique et qui est examiné par les services de l'État. Une fois que du coup cette justification du projet est validée, il y a une seconde phase en fait qui est une concertation plus spécifique et pendant laquelle on va aller à la rencontre des élus, des associations environnementales en fait pour expliquer le projet, définir ensemble les caractéristiques principales et leur apporter un certain nombre d'informations sur le projet pour qu'in fine, l'aire d'étude dans laquelle va s'inscrire le projet ainsi que l'emplacement de moindre impact quand il s'agit d'un poste électrique ou le fuseau de moindre impact quand il s'agit d'un ouvrage linéaire soit du coup validé par le préfet. Donc nous, on a mené cette phase en fait, de concertation Fontaine pendant en parallèle de la concertation CNDP. Donc ça, c'était le premier engagement. On a également, du coup, participé à toutes les newsletters qui avaient été envoyées par H2V et RTE pour tenir au courant, en fait, les acteurs du territoire des avancées du projet, des phases qui avançaient de plus en plus. Le second engagement qu'on a pris, c'est plutôt un engagement qui est lié à la conception du poste électrique et qui sera réellement mis en œuvre quand le poste sera en exploitation, c'est d'entretenir ce poste sans utiliser de produits phytosanitaires. En fait, généralement, dans les postes électriques, contrairement à ce que vous pouvez voir sur l'image sur la droite, c'est pas aussi vert à l'intérieur en fait. Il y a plutôt des petits gravillons avec des herbes folles et on avait tendance à utiliser des produits phytosanitaires pour juste garder les graviers. Et on se lance dans une démarche, justement, et on bannit ces produits phytosanitaires pour soit, en fait, installer du géotextile et des matériaux spécifiques, justement, pour ne plus avoir à utiliser de produits phytosanitaires et empêcher les herbes de revenir, ou alors, au contraire, de choisir la végétation qu'on veut voir pousser dans le poste électrique et, par exemple, que des plantes qui sont relativement basses et qui vont justement faire qu'elles restent qu'elle ne grimpe pas et il n'y a pas de risque électrique en fait, à l'intérieur du poste. On n'a pas non plus besoin d'intervenir régulièrement pour désherber. Donc on est en train de travailler à ça, justement, concevoir le poste électrique qui puisse s'utiliser sans produits phytosanitaires. Et le troisième engagement que nous avons pris, c'est de travailler à l'insertion paysagère du poste électrique. Donc pour cela, en fait, on va respecter les prescriptions qui se trouvent dans le cahier des charges de l'aménagement de la ZAC, à savoir des plantations d'essence locale autour du poste électrique, donc des bases qui seraient plutôt des essences locales. Merci. Je propose d'ouvrir une nouvelle phase d'échange. Donc, je crois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées, mais n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à prendre la parole en utilisant l'outil main levée. Comme ça, on entendra aussi d'autres voix que celle de la tribune. Voilà. Alors, je regarde déjà ce que nous avons reçu comme question écrite. Alors, une remarque qui dit que Port-Jérôme n'est pas très loin de la mer. Donc j'imagine que ça fait écho à la question précédente qui avait été posée par rapport au raccordement direct aux éoliennes offshore, je pense. Donc peut-être que vous aurez une remarque à faire aussi en retour. Sinon, une question. Nous imaginons tous que cette usine sera un gros consommateur d'électricité. Risque de perturbation de la livraison d'électricité pour les usines de Port-Jérôme 2 ? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un risque de perturbation ? Donc là, plutôt une question pour RTE. Ouais. En fait, quand H2V nous a sollicité pour réaliser ce raccordement, on a fait un certain nombre d'études, des études à la fois techniques en fait, et d'autres études vraiment sur le système et le fonctionnement du réseau. Et en fait, on a regardé, on a vérifié en
comment dire, je perds un peu mes mots. En fait, on a simulé, on va dire, l'arrivée de l'usine déjà de H2V pour voir quels seraient les flux sur le réseau et voir si ça crée des perturbations. Et en fait, on a bien pu voir qu'il n'y aurait aucune contrainte pour les autres industriels de la zone, en fait, lorsque H2V sera raccordé au réseau de RTE. Donc vous pourrez garantir la fourniture d'électricité pour les usines de Port-Jérôme 2. Oui, et d'ailleurs, il me semble que la zone de Port-Jérôme est une zone dans laquelle la qualité de l'électricité en fait, est particulièrement bonne et on est attentif à ça. Donc on est particulièrement vigilant dans le cadre de nos études à ne pas perturber la bonne fourniture d'électricité. Très bien. Est-ce que H2V voulait apporter un complément? Oui. Juste pour confirmer que donc RTE nous avait fait une étude sur les perturbations possibles au niveau de l'usine en particulier. Donc, juste pour répondre également sur la proximité par rapport à la mer, je ne sais pas s'il y a une option de poser un poste électrique à Port-Jérôme, mais ça pourrait être une option pour se raccorder directement, mais ça dépend vraiment après du réseau électrique, quoi. Merci pour ces précisions. Est-ce que nous avons d'autres questions qui se posent? Donc, je ne vois pas de questions écrites, mais... Est-ce que certains souhaitent prendre la parole directement? Alors, il y a une question écrite qui est avez-vous d'autres projets d'usines d'hydrogène en région Normandie ou ailleurs en France? Donc là, c'est une question qui s'adresse à H2V, si je ne me trompe pas. Alors oui, H2V a d'autres projets. Le plus connu, c'est celui d'H2V 59, bien sûr, donc sur le port de Dunkerque. Il y a eu également récemment des annonces de nouveaux projets ailleurs en France, par exemple dans la région Grand Est. Donc voilà, c'est des projets qui ne sont pas aussi avancés à ce stade, bien sûr, que le projet H2V Normandie. Et H2V a des ambitions, effectivement, pour développer d'autres projets, mais voilà, qui seront annoncés le moment venu, selon l'avancement de ces différents projets. Merci. Pas d'autres questions? Alors, peut-être aussi que les garants souhaitent s'exprimer sur ce suivi des engagements. Vous qui avez participé, en tout cas pour partie, Isabelle Jarry, vous avez été garante de la concertation préalable. Vous avez pu assister à la concertation et puis aux engagements compris à l'issue H2V et RTE. Est-ce que vous avez peut-être une remarque, un retour? Ben oui. D'abord, je pense qu'il faut expliquer qu'il y a deux types de... Enfin, on a parlé, mais le public n'a pas forcément suivi tout le processus depuis le début. Donc, il y a une concertation préalable donc, qui est décidée par la CNDP. Et là, on était deux garantes. Ce n'était pas le même binôme. J'étais avec une autre garante de la CNDP. Et donc, c'est nous qui avons accompagné le maître d'ouvrage dans la réalisation de cette concertation qui s'est donc tenue à l'automne 2019. À la suite, alors la procédure, elle se fait de cette manière. À la suite de la concertation, les garantes, le binôme de garants, établit un bilan. On a 1 mois pour produire ce bilan. Et en fait, ce bilan retrace tout ce qu'on a entendu. En fait, c'est une sorte de synthèse, même plus une synthèse détaillée de tout ce qu'on a pu entendre, de tous les avis, de toutes les questions, de la participation aussi, qui ont émergé de cette concertation, de ces temps d'échange. Et à partir de ce bilan, le maître d'ouvrage doit publier son rapport dans lequel il fait son propre bilan de la concertation, mais aussi répond à certaines recommandations. Il n'y a pas de rôle prescripteur de la CNDP. La CNDP n'est pas habilitée à faire autre chose que des recommandations. Mais comme souvent, la concertation se construit en partenariat avec le maître d'ouvrage, évidemment, le maître d'ouvrage a tendance à suivre les recommandations qui ont été faites par les garants. Et souvent, ensuite, ça repasse en séance plénière de la CNDP. Le maître d'ouvrage vient présenter son bilan, dire ce qu'il compte faire. Et c'est cette phase qui se clôture aujourd'hui d'une concertation continue jusqu'à l'enquête publique. Donc, on est en train de terminer. Donc là, on a été nommé en mars 2020. Bon, la pandémie a un petit peu retardé cette phase-là, mais c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses. Nous, on tenait vraiment, malgré l'impossibilité de se réunir et le confinement, à ce que l'information continue à être diffusée. Et donc, on a demandé au maître d'ouvrage. Donc, on s'adapte en réalité, en fonction du périmètre, de la situation. Et là, le maître d'ouvrage, du coup, a produit des fiches, parce que c'est des questions que le public avait souvent posées sur l'acoustique, sur le danger, les risques. Et en fait, tant que le maître d'ouvrage n'a pas
rendu son dossier au service de l'État, hein, qui instruisent le dossier. C'est pas toujours facile pour lui de répondre à ces questions sur l'impact, etc. Donc souvent pendant la concertation, les gens étaient assez frustrés parce que le H2V ne pouvait pas répondre en disant bah oui mais ça on ne sait pas encore, ça on est encore en phase d'études, etc. On n'a pas terminé. Voilà, ça pouvait avoir affaire au risque, mais aussi à l'environnement, les espèces protégées, etc. Alors que maintenant toute cette phase a eu lieu. Et donc, on tenait, par exemple, à ce que le maître d'ouvrage publie des petites fiches ou certaines questions. C'est revenu encore aujourd'hui, c'est quand même étonnant que cette question ait été en permanence récurrente sur la fourniture d'électricité. Qu'est-ce qui nous garantit que ça sera toujours de l'électricité d'origine renouvelable? Et c'est un système assez complexe. Hein. Je vous invite vraiment à aller sur le site et à regarder les fiches qui ont été produites autant par RTE que par H2V. C'est un système assez compliqué qui est celui des garanties d'origine, parce qu'en réalité, personne ne l'a dit, mais il faut quand même le dire, toute forme d'électricité va dans le même tuyau de RTE. Et eux ne font pas la distinction. Et c'est un système assez complexe qui permet de distinguer l'électricité produite par des origines renouvelables, donc c'est-à-dire des éoliennes, etc., ce qui a été cité, et l'origine d'origine nucléaire, etc. Donc tout ça, c'est assez compliqué et ça demande pas mal de pédagogie, et on est aussi là pour ça, pour un peu entendre ce qui est difficile pour le public, parce que l'industriel, évidemment, il est dans son monde, tout ça lui paraît totalement évident, et c'est pas toujours facile pour le public d'appréhender les enjeux, de comprendre le mécanisme, qu'est-ce que c'est qu'un dossier d'instruction, quelles sont les réponses que le maître d'ouvrage doit donner au service de l'État, etc. Et ça sert aussi à ça, la concertation. Ça sert aussi à ce que le public puisse s'emparer de ces procédures, puisse comprendre comment ça fonctionne et puisse aussi donner son avis. On l'a vu dans les réunions, celles-là, elles étaient en présentiel, c'était chouette, avec les associations environnementales qu'on a eues à Rouen et au Havre. Et les associations, elles ont des idées, elles connaissent bien le territoire, elles connaissent bien le terrain, elles connaissent bien les enjeux, elles connaissent bien les espèces. Et elles peuvent être aussi plus que juste... poser des questions, et elles savent des choses que le maître d'ouvrage ignore, et c'est précieux pour lui d'avoir ce retour des spécialistes d'une question, qui peuvent avoir parfois proposé des solutions. Enfin, ça, je me souviens d'une association qui avait proposé un terrain en disant là, si vous avez besoin, et nous on sait où on pourrait faire des compensations d'habitat, etc. Ça, c'est des choses qui sont vraiment des partenariats très intéressants. Voilà, donc ces recommandations, je pense que H2V a toujours été très, très attentif, hein, à la fois à écouter ce qu'on lui conseillait de faire, et en même temps, avec le temps, je pense que c'est pas toujours évident dans la culture industrielle de faire attention au grand public. Hein. C'est quelque chose que, comme je le disais, la CNDP, c'est un jeune organisme, hein, et c'est pas toujours encore entré dans les pratiques de solliciter systématiquement l'avis du public. Mais je pense que le maître d'ouvrage, au fil d'une concertation comme ça, quand elle est un petit peu longue, il prend aussi la mesure de ce que ça a d'intéressant pour lui, d'interagir avec les habitants, avec les riverains, les futurs usagers, les futurs employés. Et là, on le voit, hein, ils sont encore bacheliers à peine, et ils se projettent déjà dans un futur d'un développement d'une filière. C'est assez intéressant. Voilà. Merci. J'ai quelques questions qui sont arrivées entre-temps. On a un peu anticipé sur la séquence 3 de notre réunion, mais je propose qu'on revienne donc à quelques questions qui ont été posées, notamment une question sur la prise en compte de la probable montée des eaux à moyen terme, ainsi que des crues, notamment centenales, donc aussi bien pour le captage que pour la protection des structures du site. Et aussi, inversement, pour les périodes de canicule, le niveau anormalement bas de la Seine et la persistance des températures élevées. Donc, est-ce que vous avez pris ces éléments climatiques en compte dans l'élaboration de votre projet ? Alors, au niveau du positionnement de l'usine, donc effectivement, nous avons pris en compte les crues centenales, qui nous donne un niveau en fait le niveau bas en fait de la structure du bâtiment de l'usine. Donc on réélève en fait le niveau existant jusqu'à 5,20 m, donc pour atteindre un niveau hors d'eau de l'usine. Après, on va continuer, je pense, à étudier ces aspects-là pour prendre en compte éventuellement le changement climatique.
S'il y a des modifications, on fera des modifications, ce qu'on appelle un dossier modificatif ou un porté à connaissance au niveau du dossier. Mais voilà, ça a été pris en compte. Le cas où il y aurait une montée des eaux, c'est ça? Ça concerne en fait, oui, la montée des eaux générale au niveau mondial et au niveau local. Mais voilà, les crues qui ont été pris en compte sont des crues centenales, et donc c'est déjà pris en compte dans notre dossier actuel. Voilà, ça c'est une première réponse. La deuxième question, c'était sur, à l'inverse, en cas de canicule et de niveau bas de la Seine. Donc est-ce que ça vous l'avez pris en compte Oui, en fait, dans les éléments qui rentrent dans le dossier de demande d'autorisation qui est donc déposé au service de l'État pour l'instruction du dossier, il y a tout un chapitre qui concerne l'adaptation au changement climatique et la prise en compte de ces éléments-là. Sur le point de la canicule en particulier, alors nous, on est approvisionné en eau par le réseau d'eau industrielle de Port-Jérôme, qui alimente toute la zone de Port-Jérôme et jusqu'au Havre, qui est alimentée par l'usine de Norville, de l'usine d'eau de Norville, qui, elle, gère cet aspect-là de niveau d'eau, niveau de la Seine, etc., qui a lancé des travaux. Alors, je sais plus exactement, il y a 2 ans, il me semble, pour justement pouvoir prendre en compte ces éléments-là, avoir les réserves en eau nécessaires, même en cas de niveau assez bas, et qui porte la responsabilité finalement de cet approvisionnement en eau de toute la zone. Et en dehors de l'approvisionnement en eau, il y avait aussi la question portée, il me semble, sur les températures élevées. Est-ce que ça a une incidence? Est-ce que ça a été pris en compte? C'est aussi des éléments qui sont pris en compte effectivement dans le dimensionnement du réseau de refroidissement, des tours de refroidissement, tout ça. Donc d'un point de vue au niveau de la conception du site. Merci. Une autre question qui arrive. Quels sont vos partenaires actuels qui assurent l'ingénierie pour garantir un début des travaux début 2022? Donc là, question qui peut concerner aussi bien HDV que RTE. Qui souhaite commencer? HDV, allez-y. On a un certain nombre de partenaires, donc Air Liquide bien sûr. On travaille également directement avec les fournisseurs. On a travaillé aussi avec un certain nombre de bureaux d'études, bureaux d'ingénierie. On peut citer, s'il faut en citer un, Wood, donc l'ancien Amec Foster Wheeler par exemple. Mais voilà, il y a un certain nombre d'acteurs comme ça connus sur le marché avec lesquels on a travaillé et on continue de travailler sur l'ingénierie et la conception du projet. Est-ce qu'il y a un complément côté RTE? Oui, côté RTE aussi, nous travaillons sur la conception du poste électrique. Donc on travaille avec la communauté de communes pour tout ce qui est insertion de notre poste et le côté environnemental également. Et après, nous travaillons avec nos partenaires habituels, que ce soit pour la fourniture ou la conception de nos postes électriques. Voilà, c'est en cours et nous avons lancé les études techniques pour pouvoir être prêts pour la mise en service de l'usine d'HDV. Merci. Alors, je vois que la question précédente appelle un complément de réponse. L'internaute semble indiquer que ce sont des choses qui sont sus, que vous avez pu indiquer en réponse sur la question du changement climatique, et demande plus précisément la surcote demandée dans les PPRL est de plus 1 mètre pour tenir compte du changement climatique. Est-ce cette hauteur qui a été prise? Les PPRL qui sont peut-être... vous pouvez expliciter l'acronyme? D'accord, donc c'était pas un L, c'était un N, peut-être une faute de frappe, d'accord. Ce qui explique. Des risques naturels. Alors, oui, là-dessus, alors j'ai plus le détail en tête, mais de mémoire, la cote actuelle du terrain sur lequel on s'implante est de 3,80 m, 3,70 m, quelque chose comme ça, et on prévoit de surélever à 5,20 m. Donc oui, on est au-delà du mètre qui est mentionné dans ces plans-là. Et la cote de 5,20 m est également ce qui est pris en compte dans le plan d'aménagement de la zone de Port-Jérôme, donc le plan d'aménagement de la ZAC. Donc on respecte aussi, bien sûr. Merci. Je ne sais pas si ça répond à la question de l'internaute plus précisément. Sinon, n'hésitez pas à reposer aussi, à apporter d'autres... Ah, et les risques littoraux.
Ah, c'est bien PPRL pour plan de prévention des risques littoraux et pas plan de prévention des risques naturels. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que la question peut être revue avec cette précision ? C'est-à-dire que la surcote de 1 mètre est à prévoir et à prendre en compte dans le cadre des plans de prévention des risques littoraux et non naturels. On va prendre la question parce qu'on n'a pas... l'étude d'impact a été réalisée aussi avec un bureau d'études spécialisé. Donc la prise en compte des risques naturels a été pris en compte. Risques littoraux, on va regarder précisément, mais je n'ai pas en tête le fait qu'on soit au niveau du littoral. La zone du Havre peut être concernée et a fait des simulations d'inondation sur le site de Port-Jérôme. On n'a pas, j'ai pas en tête en tout cas ce point-là, mais on va revérifier et répondre à cette question précisément. Est-ce qu'il y a d'autres questions écrites ou une question orale? Ok, allez-y. Oui, bonjour. C'est moi qui ai posé cette question, je m'en excuse. Je suis extrêmement surpris qu'on ne sache pas ce que c'est qu'un PPRL, qui est quand même un élément de base de la réglementation des risques. Port-Jérôme, effectivement, n'est pas au bord de la mer, mais est quand même assez proche du niveau zéro, c'est pas très loin de la mer. Donc, les PPRL, et il y en a sur le Havre, il y en a sur tout le long de la côte, prévoient un risque de surcote de 1 mètre en cas de tempête, etc., donc vis-à-vis du changement climatique. C'est évident que s'il y a un incident qui se produit, un incident météorologique fort de type maritime qui se produit au Havre, à l'estuaire, il a de fortes chances d'aller jusqu'à Port-Jérôme, qui est encore une fois pas très loin. Voilà, donc la question que je pose, c'est de savoir si la cote qui était prise, on a dit que c'était la cote centenale, donc je voudrais juste dire que cette cote va forcément évoluer avec le changement climatique, elle va s'élever. Donc déjà, la crue centenale n'est pas la bonne crue. Et puis la question, c'est est-ce que vous avez pris effectivement en compte le risque maritime du fait de la proximité de l'usine, donc de la mer, et donc ce niveau de 1 mètre qui est maintenant rendu obligatoire par le préfet et le DREA dans les PPRL. Voilà, merci. Alors, sur la question de la cote de 1 mètre, je pense que vous avez répondu en partie à la question posée avec la réglementation qui est prise, qui n'est peut-être pas conforme au PPRL, mais en tout cas au PPRN. Est-ce que vous pouvez apporter des compléments de réponse sur ce point-là, puisque ça n'a pas l'air d'avoir complètement éclairci la question? Comme l'a dit monsieur, en fait, ça concerne le littoral et plus la zone du Havre. Après, il faut voir comment c'est pris en compte au niveau de Port-Jérôme. Donc, c'est un point on va regarder à nouveau. On va confirmer par rapport à l'application de ce PPRL sur la zone de Port-Jérôme. Et on répondra par écrit à cette question. Alors, je précise que ça ne s'applique pas juridiquement, mais c'est un problème technique, c'est un problème scientifique et c'est un problème hyper sérieux. Ça concerne toute la zone de Port-Jérôme d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'usine, il y a aussi la raffinerie, etc. Enfin, toutes les usines. Donc c'est un sujet qui est quand même préoccupant, quoi. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir l'avis des services de l'État, parce que ce sont eux en fait qui fixent les seuils et les contraintes pour les maîtres d'ouvrage. Donc, ce qui serait intéressant finalement, c'est peut-être de solliciter la DREAL et de voir de l'autre côté, de leur côté, jusqu'où ils font aller ce littoral dont vous parlez, qui en effet peut remonter jusqu'ici, et comment ces questions de montée des eaux et d'événements exceptionnels, parce que vous avez raison, il y a des crues centenales, mais il y a aussi des crues millénales. C'est assez produit déjà en France, en particulier dans le Gard. Donc ça pourrait être en effet l'occasion de creuser la question un petit peu au-delà d'H2V, qui ne fait qu'appliquer la réglementation finalement. Oui, Patrick Pesquet, je vais essayer de compléter un petit peu la réponse. Effectivement, ce n'est pas à H2V d'apporter la réponse technique et juridique, mais au service de l'État. Il est clair, ce que vous évoquez, c'est l'évolution de la réglementation qui peut avoir lieu dans les années et qui vont venir. Bien évidemment, dans le cadre de la loi GEMAPI, toutes les collectivités sont rassemblées pour étudier ces problématiques de
de submersion, alors qui peuvent être des submersions maritimes et fluvio-maritimes, là, effectivement, dans le cadre de l'estuaire de la Seine et de la zone de Port-Jérôme, puisqu'on peut avoir des accumulations venant de crues de la Seine et des montées de la mer qui se cumulent. Bien évidemment, tout ça sont en cours d'étude et ce sont les services de l'État, sous l'autorité du préfet, qui continuent à suivre et à faire évoluer la réglementation dans ce sens. Et tous les acteurs de terrain, que ce soit les collectivités ou les industriels qui s'installeront, suivront les recommandations qui seront faites par les scientifiques et les services juridiques et les services de l'État. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu plus, non pas précisément, mais au moins dans la philosophie à votre questionnement. La réponse est importante. Alors, effectivement, il y a un énorme sujet qui est la conjonction des tempêtes, des grandes marées et des crues de la Seine. Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Je rappelle qu'il y a 2 ans, il y a eu une crue exceptionnelle qui n'était pas pourtant une centenale, c'était une décennale qui a rencontré une grande marée et une grande partie de Rouen, la totalité des quais de Rouen ont été inondés. Voilà, et je pense qu'il serait, au-delà de l'aspect juridique et administratif, c'est très bien, mais c'est surtout un aspect technique. Effectivement, le jour où on va commencer à couler la dalle de l'usine, il faut qu'elle soit quand même à la bonne hauteur, parce qu'une fois qu'elle sera coulée, ça sera trop tard. Donc il faut s'en préoccuper, je dirais sur le plan technique même, avant de s'en préoccuper sur le plan juridique, c'est avoir des études qui tiennent compte du changement climatique qui s'accélère pour que l'usine ne soit pas inondée dans 10 ans ou dans 20 ans, quoi. En tout cas, merci de la réponse. Je vous en prie, merci. On a une autre question qui évoque les risques, cette fois-ci industriels, et donc qui pose la question de savoir si le site sera Seveso seuil haut. Alors, je vais répondre. Non, le site ne sera Seveso ni seuil haut ni seuil bas. C'est un site ICPE, donc soumis à autorisation, mais qui a priori ne sera pas Seveso. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Pas d'autres mains levées ? Si, une main levée ? Ah, une question écrite. Alors, comment est-ce qu'on stocke l'hydrogène ? Comment est-ce que vous stockez l'hydrogène ? Alors, on ne le stocke pas, en fait, on le livre directement par canalisation au client, via la canalisation d'Air Liquide, qui donc passe à proximité du site, comme vous avez pu le voir sur des slides un petit peu plus tôt. Oui, une canalisation, c'est ça. Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'usine n'est pas Seveso, c'est qu'on ne fait pas de stockage d'hydrogène sur place. Donc on débite directement dans les réseaux. À la fois, on est raccordé au réseau électrique et on évacue l'hydrogène via les réseaux. Donc tout ce qui est produit est directement envoyé vers les clients potentiels et le réseau. Très bien, merci. Je propose de passer à la dernière séquence, donc sur les prochaines étapes du projet. Donc on a un peu évoqué déjà certaines étapes à venir, à savoir l'enquête publique. Tout à l'heure, Isabelle Jarry, vous avez évoqué le rapport des garantes, mais peut-être que vous pouvez nous réexpliquer un peu là, les étapes concrètes sur cette étape du projet. Mais ce n'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Christophe Bachol. Oui, donc cette concertation continue se termine maintenant. Nous allons donc rédiger un deuxième rapport, en quelque sorte, qui va faire le point et qui va relater l'intégralité de ce qui s'est passé depuis la fin de la concertation préalable, de façon à pouvoir faire un état de l'évolution du projet, de la prise en compte de l'ensemble des remarques qui ont pu être faites, des éventuels points de difficulté, de compréhension ou d'explication qu'il y a pu y avoir, de façon à pouvoir exprimer de la façon la plus claire possible tout ce qui a pu se dire et se passer durant cette période. Notre travail va donc s'arrêter avec ce rapport que nous allons rendre d'ici un mois. Comme le précédent rapport de la concertation, ce rapport-là sera joint au dossier qui sera mis à l'enquête publique, donc lors de cette enquête publique. L'ensemble de ces dossiers seront consultables à ce moment-là. Il y a donc une espèce de transition entre deux phases de transparence et de communication sur le sujet. La concertation en tant que telle s'achève.
L'enquête publique va commencer dans quelques semaines ou quelques mois, et où c'est une phase de concertation qui est un petit peu différente, puisque là, le public aura accès à l'intégralité des dossiers et des dossiers techniques. Alors, ces dossiers techniques sont parfois très compliqués, et c'est indispensable que l'intégralité des dossiers techniques soit mise à disposition du public, parce que c'est la garantie de la transparence. D'abord, parmi le public, il y a des gens qui sont suffisamment experts pour pouvoir les comprendre, mais ces dossiers sont d'une technicité importante parce qu'ils sont construits pour satisfaire aux demandes de la DREAL et aux demandes des autorités pour avoir toutes les garanties de bon fonctionnement, aussi bien en termes de sécurité industrielle qu'en termes d'environnement. Et donc, tous les détails techniques, parfois très pointus, figurent dans ces dossiers. Donc, parmi le public, il y a des gens qui peuvent aller dans ce niveau de détail technique. Tout le monde ne le peut pas forcément, évidemment. Il y a donc une pièce très importante dans ces dossiers, ce sont les résumés non techniques, le résumé non technique, qui a un rôle important à jouer dans la compréhension par l'ensemble des riverains et l'ensemble du public de la région du projet. Ce résumé non technique qui doit être très didactique, très explicatif, très pédagogique, de façon à ce que les non-spécialistes puissent appréhender les sujets techniques compliqués qui sont décrits dans le dossier d'experts, en quelque sorte. Et il est important que ces résumés techniques, non techniques, soient non seulement faciles à comprendre, mais aussi fonctionnent un petit peu comme une espèce de guide de lecture du dossier technique lui-même, de façon à ce que les gens puissent se référer aux parties dures, en quelque sorte, à partir du résumé non technique. Et donc, je vous invite à rédiger ce résumé non technique un peu dans cet esprit, et à bien faire un effort d'explication important, notamment sur les sujets dont on a vu qu'ils étaient des sujets compliqués et qu'ils étaient des sujets un petit peu d'incompréhension, notamment sur la question qui a été reposée aujourd'hui sur les garanties d'origine, où il est nécessaire de bien expliquer la complexité du système, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure. L'électron qui arrive à l'usine, on ne peut pas différencier son origine, et pour pallier à cette difficulté-là, il y a tout un système de compensation, de mise en place, d'équivalence dont qu'il faut pouvoir expliquer de façon compréhensible. D'ailleurs, ça a été un petit peu soulevé de certaine façon dans l'avis de l'autorité environnementale. Donc, dans le mémoire en réponse que H2V va devoir faire à cet avis environnemental, qui sera également mis à l'enquête publique, il y aura aussi probablement, je l'espère en tout cas, des éléments de réponse sur ce sujet. Mais sur ces questions compliquées, le maître d'ouvrage, H2V, a une obligation d'apporter toutes les explications possibles de façon à ce qu'il soit comprise par le public. Alors, donc voilà, ce sera la suite ce sera la troisième étape en fait de la relation entre H2V et le public, et ça c'est une étape qui sera aussi plus fondamentale, où on va rentrer encore plus dans le dur, si je puis dire. Voilà. En tout cas, notre travail, nous, aujourd'hui, va se terminer, et on a pu donc assister avec satisfaction à la qualité des échanges et à finalement l'effort de transparence et de communication et d'échange avec l'ensemble des partenaires, que ce soit le simple public ou que ce soit les institutionnels locaux. Voilà. Est-ce que vous souhaitez compléter la présentation sur l'enquête publique? On a une question juste qui fait écho à ce qui a été dit juste précédemment à propos des canalisations et des pipes, mais je pense qu'on peut terminer déjà cette séquence de présentation et puis on y revient, si ça vous va. Oui, ouais. Donc comme l'a dit M. Bachol, c'était déjà très bien résumé, hein, le processus. On est à une fin d'étape de concertation continue, donc où les garants vont publier leur rapport qui sera amené à l'enquête publique. Donc cette enquête publique, donc il y aura une nomination d'un commissaire enquêteur qui cette enquête publique devrait avoir lieu selon toute vraisemblance en septembre pendant une durée d'1 mois. Le dossier complet sera disponible à ce moment-là. Et donc ensuite, à l'issue de cette enquête publique, le commissaire enquêteur fera son rapport
Donc, une fois que le rapport est émis, les services de l'État pourront rédiger les autorisations, si toutefois, en fait, il n'y avait pas de remarques bloquantes. Juste pour préciser, mais vous pouvez le faire aussi côté RTE si vous le souhaitez, c'est bien une enquête publique qui est commune aux deux dossiers, H2V et RTE, puisque là aussi, il y a des éléments... alors aujourd'hui, la réglementation demande à ce qu'on présente des dossiers globaux qui intègrent toutes les composantes du projet, donc y compris le raccordement. Donc on est bien dans ce cadre-là. Il y a des éléments du dossier qui sont communs à H2V et RTE, d'autres qui sont distincts, ce qui ne facilite pas non plus forcément la lecture, mais on a fait l'effort, on va essayer de continuer à faire l'effort de rendre ce dossier accessible autant que possible et d'indiquer les différents endroits où les différentes pièces, les différentes informations, les différents éléments peuvent être trouvés. Merci. Est-ce que RTE, vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce sujet? Ou l'ensemble a été dit? Très bien. Donc la question complémentaire portait sur les pipes et canalisations de la zone de Port-Jérôme 2 et je pense jusqu'au Havre, si j'ai bien compris la question précédente, et porte sur le fait de savoir à quoi ces canalisations servent actuellement et quel gaz elles transportent. Donc peut-être que M. Vialet de Air Liquide peut venir répondre. On peut peut-être remettre le visuel. Voilà. Donc sur le visuel qu'on voit là, on voit les trois traits de couleurs différentes. Donc le trait rouge représente la canalisation d'hydrogène, donc qui se déploie depuis l'usine d'hydrogène de Port-Jérôme d'Air Liquide, donc une usine d'hydrogène gris, donc Steam Methane Reformer, et qui va jusqu'à la raffinerie du Havre. Il se trouve que le projet H2V Normandie est très bien situé puisqu'il est situé à peu près 400 mètres de cette canalisation, comme on voit sur le visuel, à l'ouest de son point de départ. Et donc, ce sera très facile de relier l'usine H2V Normandie à la canalisation, donc, ce qui permettra de distribuer l'hydrogène aux deux grandes raffineries qui seront les principaux clients du projet et qui vont consommer à peu près, qui consomment actuellement à peu près 4 à 5 fois plus d'hydrogène que la production d'H2V Normandie. Donc vous voyez que le débouché d'H2V Normandie sera assez facile. Alors, les autres canalisations qu'on voit sur le visuel, donc là, le trait bleu et le trait vert, donc représentent des canalisations d'oxygène et d'azote. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a énormément de canalisations qui transitent, et pas des canalisations de gaz, mais beaucoup des canalisations de liquide, en fait, d'hydrocarbures qui transitent entre les deux plateformes et qui une grande partie passe juste sous le pont de Tancarville. Et faut savoir que la nappe de pipe sous le pont de Tancarville est bien remplie. Et il est extrêmement difficile de construire une nouvelle canalisation reliant les deux plateformes industrielles. Et du coup, le fait qu'il y ait déjà une canalisation hydrogène qui relie les deux plateformes, c'est un avantage pour le projet. Voilà. Donc je ne sais pas si Monsieur le maire veut apporter plus de précision sur la quantité de canalisation qui circule entre les deux, mais il y en a beaucoup. Et voilà. Plus d'autres canalisations qui croisent pas d'est en ouest, mais de nord au sud de RT Gaz, GRT Gaz, donc des canalisations de gaz naturel. Voilà. Donc il y a beaucoup de pipes. Merci. Donc 16 canalisations, comme c'était dit un peu loin du micro, je ne sais pas si ça était bien entendu, mais voilà, c'est à peu près ça les comptes, en plus de ce que vous évoquiez également, Monsieur Vialet. Je ne vois pas d'autres questions écrites, ni de main levée. Je vous propose qu'on arrive vers la clôture de cette réunion, sauf si on a un dernier remords de dernière minute. Bon. Je propose de clore la réunion. Donc, je vous rappelle qu'il y aura un compte-rendu qui sera mis en ligne sur le site internet du projet. Également le compte-rendu vidéo, l'enregistrement vidéo de la réunion et puis le diaporama. Donc, vous pourrez aussi retrouver certaines des informations qui vous ont été présentées pendant cette réunion.
Et je vais donner le mot de la fin, peut-être au garant, et puis ensuite au maître d'ouvrage. Écoutez, je vais profiter de ce moment pour remercier le maître d'ouvrage, les équipes d'H2V qui ont toujours été très à l'écoute, qui ont beaucoup appris aussi parce que c'était une procédure qu'ils ne connaissaient pas. C'était leur première concertation, donc je suppose qu'il y en aura d'autres. Mais voilà, et j'espère que ça leur a été utile et qu'ils n'ont pas eu trop le sentiment qu'on empêchait le projet d'avancer parce que c'est toujours un peu... c'est toujours long ces phases, mais je pense qu'on apprend beaucoup aussi. Et je crois que, comme l'a dit Christophe Bachol, avoir préparé un dossier de concertation, avoir été habitué à répondre au public et tout, ça aide aussi à la fois pour l'enquête publique, mais aussi pour la suite, parce que quand cette usine va se construire, il va y avoir un chantier. Et ça va être aussi une phase particulière. On parle toujours de l'exploitation de l'usine, mais avant, il y a sa construction. Et même si ça dure que 2-3 ans, ou 1 an, ou 2, et ça crée aussi des nuisances. Et c'est l'occasion de discuter avec les riverains, d'être dans cette démarche. Et je ne doute pas qu'H2V sera tout à fait capable d'entendre les avis des uns et des autres. Donc je pense que c'était très agréable à la fois de découvrir les arcanes de l'hydrogène et en même temps d'opérer sur ce territoire qui est quand même très particulier, hein, très spécifique, cette zone industrielle. Donc merci encore. Pour le public qui nous écoute, n'hésitez pas à aller sur le site de la concertation, hein. Il y a tous les documents à la fois de cette phase qu'on vient de clôturer ce soir, mais aussi de la concertation préalable de l'automne 2019. Il y a le dossier de concertation, il y a les comptes rendus, il y a les fiches que le maître d'ouvrage a produites durant tous les 18 mois qui viennent de s'écouler. Donc il y a pas mal d'informations dans lesquelles j'espère vous trouverez les réponses à vos questions. Merci. Chacun pourra dire peut-être un petit mot, mais merci Mme Jarry pour nous avoir suivis depuis le début, et M. Bachol également pour la qualité du suivi et puis des conseils. Merci à RTE pour nous avoir accompagnés depuis le début dans cette concertation. C'est une grande entreprise qui nous a accompagnés depuis le début, et puis avec H2V, on est très contents. Et merci surtout à tous ceux qui ont participé à cette concertation, aux élus locaux et à la collectivité qui nous accueille de façon fantastique. Voilà. À mon tour de vous remercier pour votre participation et votre écoute tout au long de la concertation. Merci aux garants de nous avoir accompagnés. Et merci à H2V de nous donner du travail. Monsieur le maire. Je laisserai la parole, bien entendu, à Madame Imbert. Avant, je voudrais, au nom de Virginie Carolo, au nom des élus du territoire, au nom des équipes aussi de l'AGLO, vous féliciter pour cette concertation exemplaire. Nous sommes un territoire très, très heureux d'accueillir cette filière émergente qui ne demande qu'à se développer, pas seulement accueillir d'ailleurs, mais aussi accompagner, parce que tout le monde s'est mis là aussi au diapason pour essayer de faire en sorte que le projet arrive sur le terrain maintenant et voit le jour dans les mois qui viennent. Rappelez que ça a permis ce dialogue, vous l'avez fait dans un cadre réglementaire, mais c'est aussi ce que l'on pratique à l'échelle du territoire entre les acteurs économiques. Donc il y a une vraie synergie qui s'est mise en place autour de l'énergie avec l'idée de poursuivre dans ce cycle de l'économie circulaire où l'énergie des uns ou le déchet des uns est la matière première des autres et où les industriels se parlent et convergent dans un même esprit productif. Donc bienvenue à toute l'équipe et puis bon vent en partie en matière d'hydrogène. Il ne faut pas seulement qu'elle s'échappe dans le ciel, mais qu'elle nous serve au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Pesquet. Merci à tous. Et puis, rendez-vous en septembre pour l'enquête publique.
Merci. Et je crois que l'adresse du site internet était demandée. Elle a été normalement indiquée dans le fil de la conversation. Voilà. Merci à tous.